Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. Il y a des histoires qui te prennent aux tripes. Des histoires qui te font pleurer toutes les larmes de ton corps. Et des histoires qui te révoltent t'estomac. Des histoires qui ne doivent plus jamais exister. Dans cet épisode, je vais te narrer le récit d'une femme qui a traversé les ombres de l'histoire. Une survivante de la Shoah, à peine plus âgée que toi à l'époque. Mais son histoire ne s'arrête pas là. C'est aussi le parcours d'une combattante pour les droits des femmes, pour la liberté de choisir son destin. Un droit essentiel, fondamental pour toutes. Elle est celle dont la vie s'est tissée avec celle de millions d'autres. Aujourd'hui, je partage son histoire dans ce podcast pour qu'elle résonne à travers les âges. En tant que femme, maman et citoyenne, il est de mon devoir de te transmettre son courage et sa lumière. Ne l'oublie pas. Si tu as moins de 10 ans, je t'invite à écouter cette histoire accompagnée d'un adulte de confiance, car certains chapitres peuvent être poignants et difficiles à entendre. Nous sommes à Nice, dans le sud de la France, la veille du 14 juillet en 1927. Simone vient de naître. Son papa André est architecte et sa maman Yvonne a abandonné ses études de chimie pour s'occuper de sa famille. Simone complète ainsi la fratrie de la famille Jacob, avec Madeleine, qu'on surnomme Milou, Denise et Jean. Dans cette famille, la Benjamine Simone jouit d'une enfance très sereine. Elle est proche, très très proche de sa maman. Même si elle trouve son papa sévère, elle chérit les instants passés avec lui. À la maison, il est interdit d'écouter de la musique. Mais les enfants adorent tourner les pages des livres qui jalonnent les étagères de la bibliothèque des contes de Perrault aux fables de La Fontaine. Seule Simone tient tête à son papa. Et c'est elle que l'on envoie discuter quand il faut obtenir quelque chose. Papa, lis-nous l'histoire du chaboté. Oui, Simone. Après le bain. André et Yvonne sont juifs et laïcs. Ils ne pratiquent pas cette religion et Simone ne connaît pas les rituels comme par exemple le Shabbat le vendredi. Ce jour de repos hebdomadaire dans le judaïsme, marquant le 7e jour de la semaine juive. Il commence au coucher du soleil le vendredi soir et se termine après la tombée de la nuit le samedi soir. Le Shabbat est un temps sacré pour la prière, la réflexion et la convivialité au sein de la famille. Les activités quotidiennes comme le travail, l'écriture, l'utilisation de l'électricité ou la conduite sont interdites pour permettre une véritable déconnexion des soucis matériels et vraiment un recentrage sur la spiritualité. André a combattu durant la Première Guerre mondiale. Il est profondément patriote et nourrit un amour sincère pour la France. Si la guerre n'avait pas ravivé certains sentiments d'appartenance, j'aurais sans doute complètement oublié mes origines juives. André
a moins de travail. Et face aux difficultés financières de la famille, les Jacob restent très soudés. Les enfants adorent jouer sur la plage de Nice lors des balades dominicales. Simone, elle, ne lâche pas la main de sa maman. Encore petite et pas encore trop grande, à 5 ans, Simone joue dans la cour de récréation quand une camarade lui dit « Ma pauvre, tu es juive. Ta mère brûlera en enfer. » Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'atmosphère des années 30, des nuances de sombres présages commencent à se dessiner. Beaucoup plus grande que petite, à l'âge de 10 ans, Simone rejoint les Éclaireuses, un groupe laïque de scouts féminins, comme une lueur d'espoir dans une période de plus en plus sombre. On la surnomme Lièvre agitée et elle devient très copine avec 3 autres jeunes filles. Ensemble, elles explorent les rues de la ville, les champs et les forêts avoisinantes. Sa maman Yvonne prend soin de confectionner les cravates des Éclaireuses. Et une année, Simone est même choisie pour orner le calendrier du groupe. Sur les bancs de l'école, Simone n'est pas la première de classe, mais elle montre beaucoup de curiosité et de passion dans tout ce qu'elle entreprend. Pendant ce temps de l'insouciance, de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, un homme vient de prendre le pouvoir. Il s'appelle Adolf Hitler et est arrivé à la tête du pays avec son parti, le parti nazi. Dès lors, des lois ont été inscrites contre les Juifs qui ont justifié des vagues de persécutions antisémites. L'antisémitisme est une forme de préjugé et de discrimination dirigée contre les Juifs en tant que groupe ethnique et religieux. Les Juifs fuient alors l'Allemagne et trouvent refuge en France. Yvonne en accueille certains sous leur toit. Simone prend alors conscience de la gravité de la situation, mais elle est impuissante. Le 1er septembre 1939, alors que Simone a tout juste 12 ans, Adolf Hitler envahit la Pologne. Rapidement, la tension monte et 2 jours plus tard, la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie. Mais le conflit prend une tournure inattendue et le 22 juin 1940, la France du maréchal Pétain signe l'armistice avec le Troisième Reich, l'Allemagne d'Adolf Hitler. Tu sais, Milo, nous sommes convaincus de notre victoire, mais les Allemands sont tout aussi sûrs de gagner. En octobre 1940, un nouveau statut pour les Juifs est décrété. Les familles juives, dont les Jacob, sont contraintes de se rendre au commissariat pour faire apposer la lettre J sur leur papier d'identité. En dépit de l'angoisse, André Jacob se soumet à la loi, espérant protéger sa famille de conséquences plus graves. Les restrictions s'intensifient rapidement. André est interdit d'exercer son métier et Yvonne redouble d'efforts pour subvenir aux besoins de la famille. Face à cette menace, plus si fantôme, les Jacob décident de dissimuler leur identité juive. Simone Jacob devient ainsi Simone Jacquier sur les documents officiels. Un jour de novembre 1943, Simone écrit dans son cahier pendant un cours de français. Elle est en classe de terminale. La porte s'ouvre. Simone Jacquier, venez me suivre dans mon bureau. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que 2 élèves du lycée viennent d'être arrêtés parce qu'ils sont juifs. Simone, je crains pour la sécurité du lycée
que vous devriez rester à la maison. » Profondément affectée et se sentant rejetée, Simone regagne son domicile, bien décidée à ne pas se laisser abattre. Elle s'attelle à la préparation du baccalauréat, seule chez elle. Le 29 mars 1944, Simone est âgée de 16 ans. Elle passe son bac avec sa carte d'identité, consciente des risques encourus. Après avoir passé l'épreuve, elle rejoint ses amis le lendemain pour célébrer. Sur le chemin, Simone et ses amis sont arrêtés à Nice par des policiers français qui collaborent avec les nazis. Elle est ensuite livrée à la Gestapo et interrogée à l'hôtel Excelsior. Tandis que ses amis sont libérés, Simone, elle, est retenue. Elle parvient à faire passer un message discrètement à un ami pour qu'il aille prévenir sa famille. Mais la Gestapo suit son ami libéré qui se rend là où vit Simone et où, par le plus grand des hasards, se trouvent sa mère, son frère et sa sœur Milou. Les trois sont alors arrêtés et rejoignent Simone à l'hôtel. Après une semaine de réclusion dans un lieu où de nombreux juifs sont détenus, les 4 membres de la famille Jacob sont transférés au camp d'internement de Drancy, situé au nord-est de Paris. Peu après, Simone, sa mère Yvonne et sa sœur Milou sont contraints de se séparer de Jean et sont dirigés vers un endroit appelé Sipoy, un nom cryptique utilisé par les déportés pour désigner une destination inconnue. Le 13 avril, les 3 femmes sont amenées à la gare de Bobigny, où elles sont forcées de monter dans un wagon à bestiaux du convoi numéro 71, qui transporte 1500 déportés. Sans aucune idée de leur destination finale ou de la durée de leur trajet, elles font face à des conditions de voyage épouvantables. Elles sont entassées les unes contre les autres, ne peuvent ni boire ni manger et sont contraintes de satisfaire leurs besoins physiologiques devant tout le monde. Simone, Milou et Yvonne parviennent à rester ensemble durant cette épreuve. Le 15 avril 1944, après 2 jours et demi de voyage, le train s'immobilise finalement et les portes s'ouvrent brusquement. Elles découvrent qu'elles sont arrivées en Pologne, au camp d'Auschwitz-Birkenau. À peine les pieds mis à terre, une voix, au milieu du brouhaha et du tumulte, demande discrètement à Simone son âge. « Tu as quel âge ?»« 16 ans et demi. Dis que tu as 18 ans. » Lorsqu'un SS demande son âge à Simone, elle répond alors. 18 ans. Simone, sa mère Yvonne, âgée de 44 ans, et sa sœur Milou, âgée de 21 ans, sont regroupées dans la file des femmes jugées aptes au travail, tandis que les enfants, les personnes âgées et les malades sont dirigés vers une autre file. Simone franchit ainsi l'étape de la sélection et entre dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Les femmes sélectionnées sont contraintes de remettre aux officiers tout ce qu'elles possèdent : argent, bijoux, montres. Quelques heures après leur séparation du reste de leur famille, les femmes commencent à s'interroger, avec beaucoup d'angoisse, sur le sort de leurs proches. Que se passe-t-il ? Où vont-ils ? Où vont-ils ? Où vont-ils ? Que se passe-t-il ? Où vont-ils ? Où vont-ils ? Que se passe-t-il ? Où vont-ils ? Que se passe-t-il ? Pour leur répondre, les policiers leur montrent la fumée s'échappant d'énormes cheminées. Quand elle voit cette fumée, elle comprend qu'elle vient d'échapper à la mort. Simone prend conscience de la gravité de la situation,
lorsque le numéro 78-651 est tatoué de force sur son bras gauche. À cet instant, elle réalise qu'elle n'est plus vue comme un être humain, mais réduite à l'état de bétail. Dès leur arrivée, les détenus jugés inaptes au travail sont immédiatement exécutés, tandis que ceux capables de travailler sont assignés à des tâches épuisantes. Simone est contrainte de se dévêtir complètement en présence des gardes et des autres prisonnières pour une douche, après quoi on lui remet des vêtements usagés, mal assortis et infestés de parasites. À la différence de nombreux autres détenus venant de divers convois, Simone échappe à l'humiliation de se faire raser intégralement la tête, lui permettant ainsi de maintenir un semblant d'humanité dans ce contexte profondément déshumanisant. Au camp d'Auschwitz-Birkenau, Simone est contrainte au travail forcé. Les journées débutent souvent par un appel matinal qui peut s'étirer pendant des heures dans le froid glacial, avant de céder la place à 12 heures de labeur épuisant, consistant à transporter des pierres et creuser des tranchées sans jamais en comprendre l'objectif. À midi, une brève pause de 30 minutes est accordée, durant laquelle les détenus partagent une soupe. Les repas se prennent sans cuillère. Simone, Yvonne et Milou se partagent la même gamelle. Un jour, une responsable du camp nommée Stena, remarquant la jeunesse et la beauté de Simone, lui propose une échappatoire. Elle lui dit qu'elle mérite mieux que de mourir dans ce lieu sinistre et lui propose un autre camp. Simone accepte à condition que sa mère et sa sœur puissent l'accompagner. En juillet 1944, les 3 femmes Jacob, accompagnées de 2 autres Françaises, sont transférées à Bobbrek, un autre camp d'Auschwitz-Birkenau, abritant une usine Siemens. Là-bas, bien que toujours sous-alimentée, les conditions de vie sont moins violentes. Simone y reste jusqu'en janvier 1945. Au même moment, les forces alliées commencent à approcher et l'Allemagne nazie ordonne une évacuation rapide pour effacer toute trace du camp d'Auschwitz-Birkenau. Tout s'accélère et les détenus exténués, sans plus aucune force, sont contraints à une longue marche de la mort à travers la neige et le froid glacial, battus par les gardes SS s'ils manifestent le moindre épuisement. Après une marche de 70 km et un voyage en train de 8 jours, sans nourriture ni eau, Simone, sa maman et sa sœur atteignent le camp de Bergen-Belsen. Là-bas, Simone découvre un paysage d'horreur. Une fin de la guerre qui a été épouvantable parce que là, les SS étaient complètement dépassés par la situation. Et les derniers mois de Belsen, je n'ai pas dormi pratiquement parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour dormir. J'avais l'impression d'être folle de ne pas dormir. Une espèce d'angoisse permanente, d'espèce de situation où je dormais debout. Au même moment, une épidémie de typhus ravage le camp, aggravant encore la détresse des prisonniers. C'est dans ce contexte que Yvonne Jacob, la maman de Simone, succombe au typhus en mars 1945. Maman, je t'aime tellement. Milou, elle, gravement affaiblie, survit jusqu'à l'arrivée des forces alliées. Les camps sont peu à peu libérés. Et le 23 mai 1945, Simone et sa sœur Milou sont rapatriées en France parmi les 2500 survivants des 76 000 juifs déportés depuis la France. Elles apprennent que leur père et leurs frères ont été déportés en Lituanie, où la plupart des prisonniers ont été tués, sans avoir la certitude de leur mort. À Paris, Simone est une survivante de la Shoah, le terme qui désigne l'extermination de 6 millions de Juifs par le régime nazi
mais elle a l'impression de déranger et a du mal à affronter le regard des autres. Il est très difficile d'échanger avec ceux qui n'ont pas connu les camps. Ceux-ci ne veulent pas trop savoir et ils comprennent mal leur traumatisme. Ou alors, c'est l'inverse et leur curiosité est malsaine. Lors des réceptions, Simone se cache derrière les rideaux et ne parle à personne. Dans sa chambre, elle dort par terre pendant 1 mois, ayant perdu l'habitude de dormir dans un lit. Une bonne nouvelle vient enfin sonner à sa porte. Simone apprend qu'elle a eu son bac. Son rêve enfoui par la force du passé revient à la surface. Elle veut devenir avocate. Si tu as aimé cette nouvelle histoire, dis-le moi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou en demandant à tes parents de m'envoyer un message vocal sur le répondeur ou écrit sur Instagram. Et avant de te laisser retourner à tes occupations ou rêver encore plus grand, Nouvelles Héroïnes est aussi disponible en livre. Tu peux le retrouver chez ton libraire préféré ou en ligne. Je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ton soutien est tellement précieux pour continuer de raconter ces histoires à encore plus de filles et de garçons. Je compte sur toi pour en parler à ton école, à ton cours de danse, théâtre, football, à ta boulangère et même au contrôleur de bus. À bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.